Bonjour, messieurs, dames. Je me présente, je suis Madame Fatihi Wahiba, représentante du groupe Saint-Gobain Glace au Maroc depuis 35 ans. Tout d'abord, je suis ravie de faire partie du premier salon de cette envergure digitale. Euh, je, euh, je suis encore très fière de faire partie de cette communauté qui lutte contre les euh, qui se bat plutôt pour l'efficacité énergétique et le développement durable. Alors, pour passer un peu, pour expliquer l'efficacité énergétique par rapport au vitrage, on va dire que l'efficacité énergétique désigne un état de fonctionnement d'un système pour lequel la consommation d'énergie est minimisée par un service rendu identique. Elle vise à réduire les coûts écologiques, économiques, sociaux et ainsi elle induit par plusieurs facteurs. Notre thématique nous oblige à parler aujourd'hui et de définir ce que c'est que l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Donc pour cela, on va dire que le secteur du bâtiment est parmi les secteurs les plus énergivores au Maroc, avec une consommation énergétique allant jusqu'à 33% répartis en 7% pour les bâtiments tertiaires et plus de 26% en ce qui concerne les bâtiments résidentiels. Cette consommation est sujet d'augmentation vu la croissance d'abord démographique et aussi par l'accroissement du coût de l'énergie, de l'électricité. Euh, donc la création de nouvelles villes aussi est un facteur de l'utilisation soutenue disons, de systèmes de climatisation et de chauffage que connaît le Maroc. Donc le secteur du bâtiment représente à lui seul un potentiel, on va dire, d'économie d'énergie à peu près de 40%. Cette politique d'efficacité énergétique s'est concrétisée au Maroc par l'adoption d'une loi 4709 en 2009. Permettez-moi de basculer sur notre PowerPoint, enfin une présentation assez explicite. Donc, je ne sais pas si je suis passée en... Voilà. Donc, on va parler là. Est-ce que... Voilà. Donc, notre thématique aujourd'hui, ça sera le green building et l'efficacité énergétique. Comme... Hmm. D'accord, ok. Hop. Donc, on va démarrer le partage. Partager. Je ne sais pas si mon écran il est partagé. Est-ce que l'écran il est partagé?
Hein? D'accord, ok. Voilà. Donc, on va expliquer un petit peu les causes et qui nous ont induit à penser efficacité énergétique et aussi à parler développement durable. L'urbanisation est en pleine accélération et ça on le sait de plus en plus. Donc ce qui va induire encore plus un changement climatique. À la COP 21, on avait prédit plus de 2 degrés d'ici 2100. Des réfugiés climatiques, 60 millions en 2015 et on prédit 250 millions d'ici 2050. La pollution de l'air a fait plus de 7 millions de victimes dans le monde. Les matières premières, plus de 50% d'ici 2030, avec la disparition totale de certaines en 2100. Demande en eau va être augmenter de plus de 40% d'ici 2030 et évidemment la problématique majeure, c'est le coût de l'électricité qui aura un impact de plus de 40% d'ici 2030. Donc, dans le secteur de la construction, on a un fort impact sur l'environnement. Pourquoi? Alors, tout ce qui est résidentiel ou tertiaire, la consommation énergétique, elle dépasse les 33%. Le GES, c'est au fait le gaz à effet de serre, il est à 39%. On a encore 40% de matières consommées et 40% des déchets solides. Pour être un peu explicite, le slide qui suit, selon le OMS, en fait, on passe de plus en plus de temps à la maison. On a noté que 80% des adultes, ils passent plus de 80% de leur temps à la maison et 90% des enfants. Donc, ce qui fait qu'on a besoin d'économiser, de faire le maximum d'économies. Avec la crise sanitaire, la Covid, vous voyez qu'on est passé disons le temps de dormir à la maison à la journée tout entière chez soi, ce qui a induit un impact sur l'environnement. Pour voir un petit peu les défis de Saint-Gobain Glass ou Saint-Gobain Building Glass sur ça, on a relevé 3 défis d'ici 2025. D'abord, la neutralité carbone, l'économie circulaire et évidemment la santé du bien-être. Ces tendances majeures sur le marché de la construction, pour parler la première tendance qui est l'économie zéro carbone, au fait, on est à 33% des émissions de CO2 mondiales liées au secteur de la construction. C'est quand même un tiers du CO2. Avec la nouvelle stratégie de Saint-Gobain, on est en train de parler de bâtiments qui réduisent leur contribution au changement climatique, donc de plus en plus. Notre objectif aussi, c'est l'économie circulaire. Ça veut dire que 40% des ressources premières et génèrent 40% des déchets solides vont favoriser la circularité des matériaux et des ressources. Le troisième volet, c'est la santé et le bien-être. Donc, au fait, nous devons avoir des bâtiments qui améliorent la santé et le bien-être des occupants. De ce fait, Saint-Gobain Glass a mis en œuvre un programme de développement durable. Ce programme, en fait, il a pour mission de faire des espaces de vie agréables. Et là, on parle aussi des 2 résidentiels et tertiaires, des espaces qui sont agréables et qui améliorent le quotidien tout en préservant l'avenir de tous, évidemment. La vision de Saint-Gobain Building Glass, c'est de créer de la valeur pour tous en conciliant la croissance, l'empreinte environnementale et le bien-être de tous.
Alors, pour cela, en fait, il y a 5 piliers pour une approche responsabilité sociétale de l'entreprise, RSE. Donc, la première, c'est au fait éco-innovation, économie circulaire, analyse de cycle de vie des matériaux, transparence et impact environnementaux et santé des produits, performance durable. Le deuxième secteur, c'est au fait la santé et sécurité au travail, l'engagement des salariés eux-mêmes, diversité, dialogue social, développement et bien-être des salariés à mobilité réduite. Troisième volet, c'est l'empreinte carbone. Donc, on va parler, enfin, ce volet, il est plutôt sur l'environnement. Empreinte carbone, consommation de ressources, déchets, biodiversité, énergie, eau, pollution et productivité. Le transport, comme on sait très bien, c'est l'un des causes de la pollution. Donc, on a pensé à faire, à parler ou à se focaliser sur tout ce qui est transport, achat responsable, logistique inversée des deux côtés. On va le voir tout à l'heure. Le packaging, le green supply chain, optimisation des flux et l'éco-conduite. La création de la valeur locale, fondation partenariat, soutien des PME, collaboration volontariat, écosystème, emploi direct et indirect et philanthropie. Donc, grâce à des engagements clairs, comme j'ai dit tout à l'heure, l'objectif de Saint-Gobain Building Glass en 2025, c'est de, au fait, réduire et construire une économie circulaire du verre. Donc, 50% de notre vitrage est fait de calcin. Donc, on va inventer des solutions durables qui sont à 100% des solutions qui ont été évaluées par rapport à leur durabilité. Donc, c'est pas des produits qui sont périssables, on va dire. Après, encourager la croissance des employés. Tout cela, c'est dans la stratégie des engagements. Donc, rendre un travail plus sûr, moins 50% d'accidents de travail, augmenter la parité homme-femme et aussi développement de l'engagement des employés avec des sondages de satisfaction, etc. Limiter notre impact environnemental, donc lutter contre le changement climatique. Et notre objectif, c'est moins 20% d'émissions de CO2, préserver les ressources naturelles, moins 80% de rejet d'eau, le recyclage, et utiliser l'énergie renouvelable à 100% pour les utilisations d'électricité non industrielle. Aussi agir à travers la chaîne d'approvisionnement, donc rendre la chaîne d'approvisionnement plus efficace, donc moins 20% d'émissions de CO2, et aussi aider nos fournisseurs à devenir plus durables, donc 100% des fournisseurs à fort impact évalué sur leurs pratiques en matière de développement durable d'ici 2021. Donc c'est aujourd'hui. Supporter le développement aussi des communautés locales. Et donc ça, c'est des projets, on va en parler tout à l'heure. Alors, notre position ou la position de Saint-Gobain Building Glass, c'est au fait un partenariat clé pour la construction durable. Et là, on va parler d'une communauté qui est assez connue par tout le monde, c'est WGBC, dont Saint-Gobain a fait un partenariat pour certifier tous les bâtiments. Donc, c'est pour encourager les maîtres d'ouvrage à se faire certifier et bénéficier d'un bâtiment qui est passif et ergonomique. Donc, aussi, on travaille avec dans toutes les usines de Saint-Gobain pour réduire tout ce qui est l'énergie, le coût d'électricité, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qui rentrent dans ce panel de cette coopération.
On va donner juste des exemples un peu par rapport à quelques bâtiments, y compris au Maroc. Je vais vous le montrer tout à l'heure. On a des exemples de collaboration avec la WGBC pour atteindre des certifications de différentes levels. Il y a le HQE, il y a le HQE, il y a le BRAIN, il y a le LEED, etc. Donc ça, c'est des niveaux de certification qu'on développera. Ou peut-être si Monsieur Sadiq, il se porte bien, j'espère, va nous rejoindre tout à l'heure, parce que c'est sa spécialité pour expliquer un petit peu le détail des et la différence des certifications. Donc, au fait, Saint-Gobain, en 2018, pour faire promouvoir ce partenariat, on a lancé un site dédié aux bâtiments visant ces certifications. Donc, la solution, c'est au fait comment on contribue au label pour les bâtiments. On a toute une documentation sur ligne, enfin sur le site, pour aider à se faire certifier. Et on a des projets qui sont certifiés à travers le monde entier. Donc, je vous demande, si vous le voulez, de vous connecter sur le www.greenbuildingsaint-gobain.com et vous allez voir toutes les documentations, y compris les approches multicritères comme on demande pour les certifications, les EPD, les F2ES, etc., etc. Donc, voilà, un écran, une image screenée de l'écran de ce site qui donne un petit peu tous les produits de façade. Moi, je parle spécialement vitrage, mais mes collègues des autres divisions de Saint-Gobain, ils ont la même chose dans leurs produits. Donc là, on peut trouver tous les types de vitrages avec leur durée de vie, enfin la durée du cycle de vie de chaque produit. Alors, une vision précise d'une solution durable. Donc, Saint-Gobain, au fait, elle vise à minimiser les impacts issus de la fabrication de nos produits, tout en maximisant les bénéfices durables apportés aux clients. Et ceci en commençant en amont d'abord, avant que le produit il arrive à l'usine de Saint-Gobain pour se faire transformer, on a besoin de faire la collecte de tous les ingrédients, enfin les composants. Après, quand les composants ils arrivent à l'usine de Saint-Gobain, aussi on commence le post chaîne de valeur aval. Donc après la réception des produits qui sont transformés pour devenir du flotte, un verre prêt à couper. On le ramène au client et le client passe par l'installateur et cet installateur le pose, enfin le dispose sur le bâtiment qui après il est utilisé par des consommateurs finaux, on va dire. Et les consommateurs finaux, le vitrage, il a une durée de vie, enfin le bâtiment, il a une durée de vie. Donc après, on est sur le cycle la fin de vie et c'est là que commence encore le recyclage, la solution durable. Donc c'est à ce moment-là, c'est le terme recyclage. Donc on prend le vitrage ou on prend tous les matériaux qui sont composés dans le bâtiment et on commence à les renvoyer dans chaque usine pour les recycler. Saint-Gobain a déjà des innovations dans ce sens et on a commencé à penser économie, disons maximum de gains. Avec ça, on a récemment mis sur le marché un vitrage qui s'appelle le SKN 183 qui fait rentrer une lumière, le maximum de lumière, comme la lumière du jour. Il fait rentrer 83% de la lumière et qui stoppe le maximum de rayonnement solaire.
avec cela, on a produit, enfin, on a mis sur le marché aussi des produits qui ne sont pas du tout, qui sont écologiques, on va dire, parce que le miroir, comme vous le savez avant, il était avec du plomb. Et la dernière innovation de Saint-Gobain, des miroirs sans plomb et sans solvant. Donc, on peut les trouver sur les sites de Saint-Gobain, Continental, et à la demande de tous nos clients. La dernière innovation, et ça c'est la chose la plus extraordinaire, d'ailleurs c'est dommage si on avait des transformateurs locaux, marocains avec nous, ils peuvent répondre à ça et vraiment ils peuvent en témoigner parce que vous savez, un vitrage à couche, il s'oxyde systématiquement après 48 heures. On a développé des vitrages à couche qui peuvent avoir une durée de 4 mois. Mais c'est pas suffisant et la plupart des transformateurs perdent jusqu'à 40% de leur vitrage qui vont à la poubelle, on va dire. Donc, avec ce système de Easy Pro, en fait, c'est un revêtement polymère qui protège la couche de vitrage. Et mais malheureusement qui est destinée qu'à la trempe. Donc en fait, elle se volatilise dès qu'on la met dans le four de trempe. Donc ce système d'Easy Pro, en fait, il laisse la couche intacte jusqu'à 1 an. Donc le transformateur, disons, il n'est pas obligé de la tremper et de la mettre en double vitrage dans les 48 heures qui suivent ou dans les 4 mois qui suivent. Voilà, ça c'est parmi les innovations écologiques que Saint-Gobain, dans le domaine du vitrage, de la façade, et là mise en place sur le marché international. On parle de bas carbone ou qui est quand même le CO2, l'émission de CO2 qui reste quelque chose de très très importante pour notre environnement. Et là, on va le schématiser avec un slide qui comprend un petit peu le développement ou la course de Saint-Gobain sur ce volet spécifique qui est l'environnement. Alors, il faut savoir que l'extraction des matières premières, avant qu'ils arrivent à l'usine pour se faire transformer dans la ligne de flotte, on a des extractions de matières premières. Donc ça, on va dire les engins, ils font ils font une émissivité de CO2. Le transport de l'extraction à l'usine aussi, on le compte parmi les polluants. Et la production du verre plat et les verres à couche, eux-mêmes, c'est des polluants. Non, sans oublier que le transport chez la transformation, de la transformation, dans tout ce cycle, au fait, il y a une émission de carbone. Et nous, chez Saint-Gobain, au fait, on a fait des économies circulaires. Et ces économies, on est en train de penser à faire le recyclage de tous les déchets et aussi de tous les matériaux de Saint-Gobain. Contenu évidemment très élevé ou renouvelable, les services et de prise de recyclage, ça c'est des choses que Saint-Gobain ils sont en train de voir avec, moi je parle évidemment au Maroc, on est en train de voir avec des transformateurs locaux marocains pour la reprise de tous les vitrages qui sont cassés et non utilisés pour les faire rapatrier aux usines et les faire recycler. Donc ça c'est mais ça on a besoin on vient de commencer cette alternative qui j'espère elle va aboutir d'ici la fin d'année. Le focus économie environnementale ou circulaire. Donc là, c'est un axe très très fort parce que il y a l'amélioration, comment on atteint l'amélioration environnementale et business. La meilleure compétitivité qu'on voit dans les produits, c'est pour répondre au marché du recyclage, du contenu recyclé. Donc après, on économise de l'argent parce que c'est du recyclé, d'accord?
et ont fait une énergie par rapport aux matières premières, d'accord? Parce que c'est voilà, on recycle les déchets des autres des usines et tout cela il fait une diminution systématique des émissions de dioxyde de carbone. Voilà, donc ça c'est le but de Saint-Gobain et tout cela c'est pour évidemment une meilleure résilience face à des fluctuations de prix de matières premières parce que d'ici 2050 évidemment les prix de chaque matière première elle va atrocement accroître. Donc le focus économique circulaire, on en a parlé, c'est au fait comment on fait pour réduire le maximum en amont et en aval, et aussi même en cycle de fin de vie, comment reprendre tout ça, tous les matériaux et les faire recycler. Donc ça c'est un gain qui est assez énorme. Les axes de travail, Saint-Gobain, en fait, on a plus de contenu recyclé dans notre vitrage. Je vais essayer un petit peu de bien expliquer ça et donner des exemples. Donc, plus de contenu recyclé dans notre vitrage. C'est quoi? Alors, en fait, on s'efforce à augmenter la quantité du contenu recyclé dans le verre, car on vise à préserver les ressources naturelles et au fait à réduire les empreintes de carbone. Donc, pour ce faire, il faut repousser les limites du savoir industriel, du savoir-faire industriel, pour accepter des matériaux recyclables. Donc, les déchets industriels, des vitrages de fin de vie, les sites de production verre plat à leur fin de vie. Et le deuxième volet, c'est au fait une meilleure conception des produits. Donc, certes, pour gagner au fait en amélioration, pour améliorer enfin pour ne pas beaucoup d'émissivité de CO2, il faudra que le fabricant en lui-même il innove de nouvelles solutions qui sont pas faciles, d'accord, parce qu'il faut collecter, réutiliser, recycler, mais en particulier les éco-innovations. Ils intègrent des projets qui rendent les produits, on va dire, éco-conçus, plus faciles à démonter, d'accord, et à séparer. Donc, les deux. Et dont des matériaux peuvent être mieux valorisés grâce à leur traçabilité. Donc, c'est par radiofréquence, etc. Donc, ça, c'est un volet qui est assez important parce que au fait, on utilise des produits qui ont une longévité, une grande longévité, et aussi qui est réutilisable et facile surtout à recycler. De nouvelles solutions pour les vitrages en fin de vie. Donc, on met aussi une expertise du verre et la capacité d'innovation au service d'une chaîne, d'une valeur plus vertueuse en sensibilisant les professionnels du bâtiment. Et d'où l'importance de ces séminaires, enfin de ces salons, pour un petit peu donner notre expertise et aussi prendre, c'est en fait un échange, et je remercie d'ailleurs AS pour cet effort qu'elle a fait, de nous faire rencontrer les professionnels de ce secteur, à aller de l'avant, d'accord, et au fait donc, pour revenir, je voulais dire que on a besoin de ce partage entre nous pour, enfin, c'est en fait des expériences qu'on s'échange pour éviter tout problème moi je parle dans le vitrage. Donc, pour ne pas avoir de problème. Comme par exemple l'invention comme on appelle
l'ISIPRO, la couche, ça c'est en fait une interaction avec beaucoup de transformateurs qui, avec le temps, on avait compris qu'ils avaient beaucoup de déchets et beaucoup de chutes dans le vitrage, et on avait fait avec les recherches et développement une solution qui va leur faire gagner de l'argent et aussi gagner en économie et en environnement les vitrages et leur donner une longévité. Donc voilà. Le verre, du verre plat au verre plat, des exigences accrues. Certes, ça vous paraît un petit peu trop de répétition, mais au fait, les risques liés au procédé industriel, Saint-Gobain en est consciente. Et de ce côté, elle a pu directement attaquer en constituant le four verrier et diminuer sa durée de vie. Donc à terme, les risques peuvent avoir un impact un peu financier, certes extrêmement élevé pour les sites de production, et aussi on a les risques liés à la qualité du produit final. Donc le vitrage peut sortir certes avec des défauts esthétiques ou avec des fragilités pouvant mener même à des casses au cours de son process de fabrication. Parce que il y a des composants comme le nickel, etc., qui peut le faire éclater. Donc aussi, on a des risques liés aux émissions atmosphériques. Une contamination peut modifier la composition de tous les entrants, des entrants, et engendrer des réactions chimiques inattendues au cours de la production, de la transformation de plaques de verre ou du vitrage en général. Donc, le vitrage, dans les exigences sont accrues, certes. Donc, c'est pour ça que Saint-Gobain, ils sont très pointus sur tout ce qui est économie d'énergie, recyclage, l'énergie durable, enfin comme on appelle l'environnement, et aussi durabilité ou tout ce qui est efficacité énergétique. Donc j'espère que j'ai un peu défilé le maximum d'informations en ce qui concerne l'efficacité énergétique dans le building, dans le green building. J'aurais aimé que Monsieur Zakaria nous rejoigne. Je suis là. Oui, je suis là, Wahiba. D'accord. Ah tout à l'heure. Oui, d'accord. Oui. Ok. Donc moi, c'est dommage parce que je voulais m'arrêter aux certifications pour que tu prennes la Je vais main. reprendre. Voilà. Ça marche très bien. Voilà. Ok. Parfait. Alors Mais je tu as te laisse la main. une plus belle slide que moi. Donc Mais je t'en prie. merci. Alors, je vais Voilà. partager. Merci, désolé pour ce petit contretemps. Partager. Ok, bonjour à tout le monde. Ravi d'être parmi vous. Merci à l'ensemble de toutes les personnes qui sont derrière cet événement, que ce soit ici au Maroc ou en Afrique, peut-être ailleurs dans le monde. Donc, je vais juste apporter des indicateurs en plus de ce qu'elle a présenté parfaitement Wahiba sur l'importance de la construction durable, des solutions performantes type vitrage. Et on sait très bien que le vitrage au Maroc, le vitrage dans les bâtiments au Maroc a un effet très fort sur l'efficacité énergétique parce qu'il ne joue pas uniquement sur l'aspect isolation thermique, mais également sur l'aspect apport de lumière naturelle, de confort visuel, avec une lumière agréable et nous, à Toico, on travaille dans ce domaine depuis quelques années. On a développé une expertise dans le secteur de la construction durable. Nous sommes leaders aujourd'hui au Maroc à travers l'ensemble des opérations sur lesquelles nous avons accompagné nos clients, nos maîtres d'ouvrage et partenaires à atteindre des performances environnementales élevées.
que ce soit sur les notions de santé, le bien-être, la santé des personnes, un sujet qui est très important qu'on en parle et qu'on a pris conscience ces derniers mois depuis le début de la pandémie, mais également sur des notions de confort qui ont un coût très fort aussi dans le bâtiment, un personnel, des visiteurs, des clients qui passent dans des magasins, dans des supermarchés qui ne sont pas dans des conditions de confort. Ça a un impact aussi sur le facteur économique des entreprises. Avant de parler de l'économie d'énergie, avant de parler de l'économie d'eau, ou bien le coût de la gestion. Donc, notre expertise a été développée sur ces quatre problématiques à travers des outils internationaux et même des outils nationaux au Maroc qu'on a pu développer à travers avec des partenaires, des institutions marocaines reconnues et des ONG, notamment le bilan carbone qui a été fait sur la COP 22 à Marrakech, où Alto Eco était la première entreprise marocaine à faire un bilan carbone pour les Nations Unies. Donc, rapidement, la problématique, on la connaît, on est dans un virage fort qu'on doit prendre à travers les négociations dans les COP. La COP 21 à Paris est venue sauver un peu les discussions qui ont abouti depuis Copenhague, et on arrivait à cet accord de 2 degrés Celsius, voire aller jusqu'à 1,5. Le Maroc a démontré son exemplarité à travers les engagements que Sa Majesté le Roi a pris déjà lors de la COP 21, et même avant, en 2014, devant les Nations Unies, à travers, encore une fois, sa stratégie nationale et sa politique de lutte contre le changement climatique. Les effets du changement climatique, on les ressent à plusieurs échelles, à l'échelle du climat, les problématiques de montée de température, de montée de niveau de l'eau, mais également déplacement des populations qui sont dans des zones urbaines, zones où il y a des problématiques de sécheresse ou de conflits géopolitiques. Aujourd'hui, le bâtiment a un impact fort dans cette stratégie de le réchauffement climatique, avec 50% de consommation des ressources à l'échelle mondiale, des émissions qui sont autour de 40%. À venir, on est à 230 milliards de mètres carrés de villes à construire d'ici 2060, donc plus de matériaux, plus de consommation d'énergie. Comme l'a dit Wahiba, le long du cycle de vie du produit, de l'extraction de la matière première jusqu'à sa fin de vie. D'où l'importance de ce qu'il a dit Wahiba sur les analyses cycle de vie, de les prendre en considération. Il n'y a pas uniquement l'économie d'énergie dans le bâtiment, mais il y a également l'économie d'énergie dans la production des matériaux du bâtiment. Le Maroc, comme je disais, a montré qu'il peut donner l'exemple, qu'il peut montrer le chemin. Et aujourd'hui, le Maroc est cité comme exemple dans plusieurs rapports internationaux et inspire plusieurs pays, notamment les pays d'Afrique, auxquels le Maroc apporte une assistance et un accompagnement, comme ça a été rappelé ce matin par le ministre de M. Bah. Alors, il y a un outil qui est mis en place que Wahiba a rappelé tout à l'heure, qui sont des certifications, qui sont un outil, je dirais, de garantie de performance des bâtiments. Aujourd'hui, on est globalement à plus de 62 projets certifiés ou en cours de certification. La part de la certification HQE, elle est assez importante, à plus de 600 000 mètres carrés sur 45 projets, 7 villes, 7 zones d'aménagement, dont 6 villes marocaines, et 2500 logements certifiés. Ça crée une dynamique qui est forte pour aller vers ce qu'on appelle le zéro carbone ou le net zéro, qui est visé pour 2030 pour tous les bâtiments neufs et 2050 pour les bâtiments neufs et les bâtiments existants. On arrive à cet objectif, il y a l'important, c'est de travailler entre le secteur économique, les entreprises, les ONG, la compagnie, bien sûr, en premier lieu aussi l'exemplarité lors des conférences de cet après-midi, pour inspirer de l'innovation, apporter de la croissance et la connaissance, créer de l'emploi vert local, booster l'économie et reprendre une croissance après cette période de pandémie, une croissance, on l'espère tous, durable, pour arriver en 2050 avec des objectifs net zéro qui sont imposés aujourd'hui parce qu'ils sont nécessaires et qui sont imposés par la situation actuelle
du monde en termes de climat et de conflits à toutes les échelles, mais également à travers des politiques internationales, des politiques nationales que le Maroc a engagées. Donc, des opérations en certification ou certifiées HQE réparties globalement sur l'ensemble des territoires marocains, sur différentes typologies de bâtiments, de l'enseignement, des résidentiels, du tertiaire, du bureau, à l'échelle urbaine. Et la croissance, elle est soutenue à travers pour ces bâtiments. Des projets de sièges de banques. Les banques sont en première ligne devant cet engagement, parce qu'il y a aussi des incitations, l'exemplarité qui doit être donnée. Ces banques ont des responsabilités sociales à respecter, à mettre en place dans plusieurs secteurs, et notamment dans le bâtiment. Des institutionnels, des bureaux, des zones de bureaux, des logements, des hôtels, voilà, des sièges de certains aménageurs urbains au Maroc. Ça, c'est quelques projets. Donc, Tarazout B, Foumelouad près de l'Ayoun, on a Zéro aussi, la zone de Casa Anfa, l'ancien aéroport d'Anfa, Zenata, pôle urbain de Mazagan, près de Gilida, et d'autres projets. Donc aujourd'hui, ces opérations, en majorité, sont en certification HQE. HQE, peut-être vous avez déjà entendu parler, ça parle de plusieurs cibles, les 14 cibles que dans le bâtiment connaissent. Il y a aussi une notion importante sur l'énergie, sur le confort, sur la santé. La certification, c'est pas uniquement environnemental, mais l'aspect bien-être et santé des personnes est très important. On pense en termes de niveau de certification allant du PASS jusqu'à l'exceptionnel et excellent. Qu'est-ce que ça apporte une certification? C'est une performance globale. Quand on parle de performance globale, c'est la santé, le bien-être, le confort, avec une performance d'exploitation, avec une réduction de la consommation des ressources, et donc réduction de l'impact du bâtiment lui-même. Mais il faut l'accompagner avec une qualité d'usage. Si vous donnez un bâtiment performant, mais que vous accompagnez pas les utilisateurs à un usage raisonné et adapté, les performances risquent de ne pas être atteintes. Ça concerne les aspects de l'efficacité énergétique, le bioclimatique à travers les protections solaires, mais aussi à travers, si je prends le cas du vitrage, à travers un vitrage qui permet en même temps de bloquer les UV en période d'été, quand il fait chaud. C'est une réelle problématique que nous avons au Maroc. Il y a beaucoup de bâtiments qui souffrent d'un surchauffe, qui fait très chaud à l'intérieur. Des fois, ils vont même être à l'extérieur qu'à être à l'intérieur d'un bâtiment à certaines périodes de l'année. Je pense que beaucoup d'entre nous ont vécu déjà cette situation. Donc, les solutions bioclimatiques, le contrôle solaire, l'intégration de la lumière naturelle pour éviter que l'éclairage s'allume, sont des solutions bien sûr importantes. Alors, il y a aussi l'aspect santé à travers la qualité de l'air. Ça a été rappelé tout à l'heure également par Iba. La qualité de l'air extérieur, heureusement, aujourd'hui, elle est meilleure que la qualité de l'air intérieur. Il y a juste une différence, c'est qu'à l'extérieur, on voit le CO2, on voit la poussière, mais à l'intérieur, il y a d'autres pollutions qu'on ne voit pas, qu'on ne les sent pas. Il y a des gaz qui peuvent être cancérigènes, qui peuvent avoir un impact très fort sur la santé des personnes. Et donc, ceux-là, ils ont leur certification, leur performance à travers des notions de composés organiques volatiles. Et l'eau aussi, elle a son impact, les ondes électromagnétiques aussi, le confort acoustique, le thermique, le visuel, l'olfactif. Il y a aussi des zones où on habite où les odeurs peuvent être tellement gênantes et problématiques, même si on peut ressentir en termes de performance du il y a d'autres nuisances qui peuvent être générées. Les matériaux, donc le choix des matériaux, comme j'ai dit tout à l'heure, leur performance est importante, que les industriels, là on a l'exemple de Saint-Gobain, il y en a d'autres, dans d'autres secteurs, les industriels doivent s'engager aussi dans la réduction des impacts environnementaux de leurs matériaux. Un matériau, dans toute sa durée de vie, va consommer de l'énergie, va générer des déchets, va consommer de l'eau, et ces impacts doivent également être réduits
tout le long de durée de vie du produit et jusqu'à la fin de vie à travers le recyclage et la réutilisation, comme ça a été cité tout à l'heure par Wahiba. Et donc, pour cela, il y a des solutions, il y a les EPD, les Environmental Product Declaration. Ça passe par des normes, donc il y a la 14025, la 14044, qui permettent d'accompagner la réduction, l'éco-conception, comme ça a été présenté tout à l'heure, de réduire les impacts environnementaux des produits et répondre aux certifications environnementales, comme le LEED, le BREEAM, la HPE, en mettant en place la CV. Donc, la 14044, le 14020 pour la communication environnementale, la vérification des EPD, également le niveau de certification des différents produits à travers les certifications LEED, HPE, BREEAM. Je ne vais pas trop m'attarder, je consommais peut-être beaucoup de temps. Je vous laisse la main à Wahiba et je vous remercie pour votre écoute. Je te remercie, Zakaria. Non, il fallait continuer parce que c'était très intéressant. J'ai pensé que j'ai consommé du temps, mais si j'ai encore un peu de temps, je peux présenter encore. Non, tu peux parce que c'est vraiment, okay. oui, c'était les slides les plus importantes à défiler. Vas-y, reprends. Très bien. Ok, je vais prendre mon. Merci. Oui. Je ne sais pas pour les organisateurs, s'ils peuvent encore nous donner un petit quart d'heure. Très bien. Vas-y, en attendant qu'ils nous 10 minutes, 10 minutes, ça me suffit. Oui. Donc, l'importance des impacts environnementaux le long du cycle de vie d'un bâtiment, du secteur du bâtiment de manière générale, passe aussi par l'impact des produits de construction. Si on veut atteindre des objectifs de 2030 de zéro carbone pour les bâtiments neufs et zéro carbone pour les bâtiments existants d'ici 2050, il faut que les industriels s'engagent dans la réduction de leur impact énergétique et impact environnemental de manière générale. Pour cela, il y a plusieurs normes qui sont appliquées à l'échelle internationale. Il y a la CV qui a été intégrée dans la dernière version de l'ISO 14001 version 2015, qui est obligatoire et qui doit être mise en place par l'organisation, n'importe quel type d'organisation. Donc, elle doit assurer une transparence sur les impacts environnementaux de son produit, selon un cycle de vie bien défini, de l'extraction de la matière première jusqu'à la sortie de l'usine, ou bien même jusqu'à le retour de la matière première dans la nature ou son recyclage et réutilisation pour d'autres produits. Il y a des normes, il y a plus de 1100 Environmental Product Declaration disponibles en ligne. Cette étude nécessite la collaboration de plusieurs acteurs parce que un industriel, il a besoin des données de son fournisseur d'énergie, de ses prestataires qui vont faire les déchets. Eux-mêmes, il doit aussi avoir des indicateurs sur l'impact du kilowattheure d'énergie marocain. Donc, par exemple, quand un industriel marocain va faire son EPD, il faut que l'ONE lui fournisse le bon facteur d'émission le kilowattheure d'énergie. Et donc, c'est ce qui est intéressant dans les EPD, c'est cette collaboration entre plusieurs acteurs pour innover et aller vers la réduction supplémentaire des impacts environnementaux des produits. Donc, comment ça se passe le contenu d'une EPD? C'est la présentation de l'entreprise, les normes qui sont prises en compte, le périmètre de l'étude, la date de réalisation et de fin de validité du produit, description du produit et photos, les caractéristiques techniques du produit, sa composition, et l'unité fonctionnelle. Il faut une unité fonctionnelle qui permet de comparer le comparable. C'est-à-dire, demain, si je veux mettre un vitrage, je vais prendre celui de Saint-Gobain, je vais prendre un autre vitrage et je vais regarder leur impact environnemental. Et mon éthique et mon engagement environnemental devraient m'orienter vers le produit le plus performant, le plus transparent en termes d'impact environnemental, en termes également de RSE, et qui encourage la production locale, qui encourage le recyclage, la réutilisation des matériaux, des produits. Et donc, en privilégiant ces produits-là, je vais réduire bien sûr les impacts environnementaux de mon bâtiment,
encourager l'innovation, encourager l'éco-conception, et c'est cette synergie-là qui doit être mise en place. Et bien sûr, par concurrence, peut-être le deuxième produit va se rendre compte aussi que lui-même doit faire des efforts, et comme ça, il y a une concurrence loyale Loyal. et voilà, qui, avec de la transparence, basée sur les bonnes valeurs de la transparence et l'innovation et le partage, pour aller encore améliorer nos process et nos produits. Et donc, après, quand je prends cela, ce produit, cette analyse, cette unité fonctionnelle, je peux la dupliquer à plusieurs bâtiments et donc aller toucher un maximum de patrimoine immobilier. Donc, comme je disais, les normes à prendre en considération, il y a l'ISO 14000, 20, 21, 20, jusqu'à 24. Il y a la 14025 pour le PD, donc qui cadre vraiment le PD et sa vérification. Les méthodologies de la CV, la carbonatation, donc ça c'est un élément très important, notamment dans le secteur de CO2 dans l'air, dans le comportement chimique d'un béton. Et après, bien sûr, la 15804 pour les règles, les PCR, qui sont les règles de les EPD. Alors, donc il y a la communication environnementale selon l'ISO 14020. Donc, il y a 14024 pour les écolabels, les autres déclarations pour la 14020 et la vérification par la 14026. L'ensemble de ces indicateurs permettent d'arriver à les EPD, de définir les EPD ou les fiches de données environnementales et de déclaration environnementale et sanitaire dans la base des INIES ou les passeports PEP. Ces EPD sont aujourd'hui obligatoires à travers des certifications qui existent au Maroc, notamment la certification LEED dans 4, qui demande à un type de PD3 qui valide un point sur un ensemble de 20 requis pour les 3 points. Pour la HQ et la cible 2 qui reprend l'impact des matériaux, que ce soit les impacts environnementaux sur plusieurs indicateurs, les déchets, l'eau, l'ozone, l'énergie renouvelable, l'énergie grise et autres, et les impacts sanitaires, les COV, formaldéhyde, benzène et autres indicateurs. Pour le BREEAM, Life Cycle Impacts, c'est 5 produits valides un crédit. Donc, il y a des calculs et c'est des outils d'encouragement de cette démarche de comment aussi le cycle de vie. C'est l'extraction de la matière première, puis sa transformation, son transport jusqu'au chantier, sa mise en œuvre sur le chantier et la durée et après la construction du bâtiment pendant toute sa durée de vie, la déconstruction des bâtiments, le traitement et la valorisation des déchets pour leur fin de vie. Ce cycle de vie il est réparti en plusieurs étapes, donc product stage, construction process stage, use stage, end of life stage et benefits for environment qui sont de A1 que vous voyez ici, A5, donc qui est normé. Et le D, c'est surtout, comme vous voyez ici, réutilisation, réemploi, recyclage pour le produit lui-même. Donc, ça va encourager encore plus plusieurs périmètres. Il y a le cradle to gate, donc jusqu'à la porte, cradle to gate with option, donc livraison, et installation et transport des produits finis. Après, le cradle to grave pour la fin de vie d'un produit. 3 portées de PD, donc les EPD individuels, les EPD de groupe, c'est-à-dire on peut aussi faire une EPD d'une confédération d'industriels, par exemple, dans un secteur bien défini, par exemple les industriels de béton ou autres, qui vont venir entre eux pour faire leurs EPD. Voilà, donc ça dépend de ce. Donc, il y a l'autodéclaration, on peut faire notre EPD sans la faire vérifier, mais ça réduit, ça donne moins de transparence, je dirais. Une EPD vérifiée, une EPD publiée, chaque fois, on va essayer d'améliorer notre process. Je pense que c'est bon. Le reste, c'est la méthodologie de travail qu'on réalise chez nous à travers nos experts dans le domaine avec nos outils et nos partenaires à l'étranger pour faire les EPD au Maroc. On a déjà réalisé dans différents secteurs, dans le béton, dans le secteur du béton, l'acier, le secteur de la maçonnerie et le parpaing. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, Zakaria.
Et au fait, moi, pour finir un peu notre conférence, on va dire que le choix du matériel, quand même, il reste très important dans le bâtiment parce que on peut gagner, on fait un gain jusqu'à 45% d'économie, hein. Sur l'enveloppe du bâtiment. Donc il y a l'éclairage, il y a le solaire, le confort d'été, il y a la basse émissivité. D'où je vais un peu, si tu le permets, parler d'un paragraphe très important pour basculer sur mon séminaire, enfin sur ma conférence qui se tiendra le vendredi à 15 heures, le choix du vitrage pour une façade et surtout au Maroc, vu que on est quand même un pays assez ensoleillé, et expliquer à tout le monde qu'un double vitrage n'est pas toujours mieux qu'un vitrage qui a une réflexion de rayonnement solaire, qu'un simple vitrage avec beaucoup plus de rayonnement solaire. Donc, en fait, moi, je vais dire tout simplement que en ce qui concerne l'efficacité énergétique dans le bâtiment, on a 3 composants qui sont très importants et qui déterminent le BBIO. Donc, on va l'expliquer un peu comme tout le monde le sait. C'est au fait 3 composants déterminent les besoins bioclimatiques d'une façade. Donc, il y a le chauffage, il y a la climatisation et il y a l'éclairage. Moi, je l'appelle tout simplement et bêtement le triangle de l'efficacité énergétique et confort thermique. Donc, alors le chauffage, certes, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'utilise quand même au Maroc. Et il faut le dire. On est un pays ensoleillé, donc du coup, on a plus besoin d'aérer, de climatiser que de chauffer. Certes, de plus en plus, le changement climatique, le chaud, il est devenu plus chaud, et le froid, en période de froid, il est devenu encore plus froid, plus qu'avant. Donc, pour ça, moi, je vais dire que les besoins en chauffage dépendent, sont une déperdition thermique, d'accord, des vitrages. Donc, d'où le choix d'un vitrage qui fait une isolation thermique doit être important dans le choix d'un bâtiment pour gagner en économie d'énergie, d'accord, en électricité. La climatisation, c'est pour un confort, d'accord, donc pour un confort et aussi un refroidissement de bâtiments, mais sans évidemment payer beaucoup d'argent. Donc, il faut trouver le juste milieu. L'éclairage, et puis on a besoin d'un éclairage très important, et tout cela, on va en parler en détail le vendredi, Inch'Allah, dans le séminaire. Voilà. Je permets juste une phrase, peut-être, si vous permettez, Sana. L'efficacité énergétique dans le bâtiment, si on calcule le gain en termes d'énergie dans un bâtiment en intégrant l'efficacité énergétique, on a fait toutes les solutions qui ont été présentées. Mais il faut rajouter l'efficacité énergétique dans le matériau lui-même, comment il le réduit. C'est très important de prendre cette notion. Il faut que nos méthodes de calcul ne se limitent pas uniquement à calculer la quantité d'énergie du bâtiment, mais d'intégrer aussi la quantité d'énergie du produit lui-même et la répartir sur la durée de vie des bâtiments complète. Exactement. Ces méthodes sont importantes, c'est ce qui permet de mettre en avant les solutions performantes. Et de passer à un bâtiment passif et non énergivore. Passif, oui. Voilà. On vous entend pas. On vous entend pas. Voilà. Vous m'entendez? Oui, oui, parfait. Maintenant, c'est bien. Alors, nous avons 2 questions qui ont été posées par l'audience. Donc, si vous voulez bien y répondre. Alors, la première question, c'est quelle stratégie a été adoptée votre organisation avec les cabinets de conseil et ingénierie en local pour mieux apprécier les innovations et les caractéristiques des gammes de produits offrant des performances énergétiques, surtout pour les habitations existantes? Zakaria, moi, alors, Okay.
Pour les bâtiments existants, c'est bien ça? Tout à fait. Oui. Ok. Les bâtiments existants, aujourd'hui, je dirais les solutions sont, pour nous, Marocains, dans notre monde constructif, sont moins compliquées que ce qu'on fait à l'étranger. Je vais m'expliquer. La part du bâtiment existant est très forte. Aujourd'hui, ce qu'on construit comme bâtiment neuf représente 1%, 2%, peut-être même pas. C'est-à-dire l'enjeu en termes d'efficacité énergétique, il est surtout dans le bâtiment existant, que ce soit également sur le confort, parce qu'il y a beaucoup de bâtiments, malheureusement, qui ne sont pas de très bonne qualité. Et malheureusement, les bâtiments qui sont construits peut-être il y a moins de 10 ans, malheureusement. Et donc, pour ces bâtiments, le fait que notre monde constructif marocain, il est composé d'une double cloison, cette double cloison peut être complétée avec des solutions d'isolation thermique, ce qui ne fait pas perdre la surface intérieure, si dans le cas on fait une isolation par l'intérieur, et qui ne fait pas changer architecturalement nos façades, dans le cas où on fait une isolation par l'extérieur. Donc ça, c'est ces deux problématiques qui sont rencontrées, je dirais, en France ou en Europe, mais en général. C'est quand ils isolent par l'intérieur, ils ont les ponts thermiques, ils ont les polluants COV et d'autres qui peuvent être problématiques pour la santé des utilisateurs. Et quand ils font l'isolation par l'extérieur, ils ont ce qu'on appelle les ABF, les architectes des bâtiments de France, qui viennent leur taper sur les doigts et leur dire tu changes pas la façade des bâtiments. Donc ça, c'est les solutions. Les autres solutions aussi dans notre contexte marocain, c'est les protections solaires extérieures par le bioclimatique. Donc les retours qu'aujourd'hui nous avons, que ce soit à travers la mise en place de solutions, de remplacer que ce soit des vitrages, par exemple, avec des vitrages moins émissifs, avec une bonne sélectivité, qui permettent de rentrer un maximum de lumière naturelle et de bloquer un maximum d'ultraviolet, de la chaleur. Ça, c'est des solutions également qui peuvent faire économiser énormément d'énergie dans le secteur dans le bâtiment existant. Alors, la deuxième question qui a été posée par Madame Saïda Mtsimoud, qui demande une explication à propos de la nouvelle réglementation qui exige une fiche d'efficacité énergétique pour tous les projets de construction. Ok, si vous permettez, oui. Donc, c'est la réglementation, la RTCM, qui date de 2014 dans sa version, on va dire, test, et 2015 dans sa version définitive, parce que la RTCM, il est obligatoire depuis 2015. Mais depuis janvier de cette année, il y a eu beaucoup de blocages. Beaucoup de projets ont été bloqués parce qu'ils ne soumettaient pas l'efficacité énergétique depuis plusieurs années. Et sincèrement, moi, ça me réjouit que ça arrive parce que pendant des années, on a fermé les yeux, on n'a jamais bougé là-dessus. Et tant mieux. Finalement, les gens bougent et tant mieux. Et on comprend finalement que ce n'était pas aussi compliqué que ça. Cette réglementation, il ne faut pas l'oublier, c'est la 4709, c'est-à-dire qu'elle date de 2009. 2009. Et de 2009 jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire ça fait 11 années, on n'a peut-être pas fait grand-chose. Et donc, cette réglementation a été étudiée, plutôt publiée en 2009-2010. Il y a eu une période de test entre 2011 et 2014 où 9 projets financés par l'Union européenne ont intégré l'efficacité énergétique et on a démontré que ça ne coûtait pas plus de 100 dirhams par mètre carré pour certaines zones climatiques. 100 dirhams par mètre carré, isolation thermique, vitrage et d'autres solutions. Et tout ça, c'est avec une amélioration très intéressante. Et donc, jusqu'à 2014, on n'a rien fait. Plutôt, on a testé, on a montré que ça marche. 2015, la loi a été publiée. 2015-2021, jusqu'à 2020, fin 2020, pareil, statu quo. Et 2021, les autorisations tombent, les obligations, parce qu'en fait, c'est une loi qui est sortie, voilà, c'est un décret, c'est un bulletin officiel d'avril 2020 qui a exigé que la RTCM soit faite avec les fiches, que la sécurité incendie soit prise en compte, parce que on a malheureusement, on est toujours au pied du mur. C'est que quand on est au pied du mur, c'est un moment-là qu'on bouge. C'est un moment qu'on voit des catastrophes arriver dans certains bâtiments, que ce soit industriels ou résidentiels ou autres, qu'on bouge. Il faut qu'on arrête ça, il faut qu'on anticipe les choses. L'efficacité énergétique, c'est dans l'intérêt
de l'économie marocaine, de l'utilisateur marocain, de l'intérêt des promoteurs marocains, des architectes marocains. Tout le monde est gagnant là-dessus. Et on devait continuer à faire ça. Alors, juste pour un peu rejoindre ce qu'il a dit Zakaria, la RTCM, c'est très très bien. Le contrôle pour l'autorisation de la feuille, on va dire, d'autorisation de construire, etc. Moi, je dirais, est-ce qu'il y a un après-contrôle? On peut l'obtenir. Et j'ai fait pas mal de projets en faisant des prescriptions avec des vitrages qui sont performants, hein, on va pas dire très performants, mais performants. Mais malheureusement, est-ce que après il y a un contrôle de l'État ou des organismes qui contrôlent? Est-ce que le vitrage a été vraiment, moi je parle du vitrage, hein, de mon domaine. Est-ce qu'il a vraiment été posé et est-ce qu'il a été, disons, contrôlé par un organisme tiers? Ça c'est une vraie problématique. Certes, ce n'est pas le fait de faire voter une loi ou de la faire, disons, obligé, d'accord? Mais faut-il encore suivre les projets et les vérifier de très très près pour voir est-ce qu'ils ont été, disons, voilà, est-ce qu'ils sont aux mêmes normes que ce qui a été prescrit au début et pas au fait d'avoir l'autorisation et c'est tout. Alors, j'ai une troisième question de la part de Monsieur Brada Mohamed Yassir qui demande est-ce qu'il y a des subventions mises en place pour encourager les maîtres d'ouvrage? Alors, nous, on est en train de voir avec le ministère. Tout à fait. Je trouve que c'est pas normal parce que en Europe, tout le monde, tous ceux qui passent avec des matériaux et qui sont dans tout ce qui est efficacité énergétique, l'État donne des subventions, d'accord. Et au Maroc, maintenant, il faut aller moi, Zakaria, je parle pas des organismes étrangers, mais plutôt, moi, je suis très patriote. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'État marocain, il intervient dans ce niveau et il accompagne les maîtres d'ouvrage pour les aider à aller à voter vert, à faire vert, à être vert. Voilà. Je pense aussi, oui, l'accompagnement des dispositifs financiers qui ont été expérimentés dans d'autres pays, qui ont fait leurs preuves, uniquement pour encourager les acteurs, que ce soit professionnels ou même les particuliers, à mettre des solutions d'efficacité énergétique, mais aussi pour encourager et pour mettre en place une économie verte, une économie circulaire. C'est-à-dire quand vous financez ou vous réduisez les impôts d'un particulier parce qu'il va mettre en place, il va améliorer énergétiquement son bâtiment, il va réduire la demande énergétique pour le pays, il va peut-être réduire aussi et donc l'importation de produits d'énergie fossile, il va peut-être aussi d'autres indicateurs, il va encourager une économie locale si on installe. Oui, la main-d'œuvre locale aussi. Des postes, des emplois directs et indirects. Exactement. Voilà, tout à fait. Peut-être l'État peut tirer profit à travers d'autres dispositifs, donc la création de l'emploi, la réduction de l'assistance sociale, je dirais, le coût social pour la société, pour les personnes qui cherchent l'emploi, les jeunes. Donc il y a d'autres bénéfices qu'un État, qu'un pays peut tirer en accompagnant financièrement, mais pas forcément à donner des primes, mais à réduire les impôts. Et aujourd'hui, la politique mondiale, voilà, la politique mondiale à travers les financements verts qui existent dans le monde, dans le Fonds de climat ou à travers des institutions internationales,
quand vous mettez en place des solutions de lutte contre le changement climatique comme le Maroc le fait, à grande échelle pour le secteur de l'énergie, pour le secteur des villes, vous pouvez également le faire pour les particuliers, pour les encourager à acheter des lampes à basse consommation, à mettre l'isolation thermique, à acheter des climatiseurs, peut-être ne pas acheter, je l'espère, des climatiseurs. En tout cas, s'ils les achètent, qu'ils soient performants, ou même des frigidaires, acheter des frigidaires qui ont des performances élevées, et en encourageant une industrie locale qui produit ces solutions, qui produit des frigidaires marocains avec un classement A+, A3+, qui encourage des produits aussi de performance, d'isolation thermique marocains, qui sont adaptés au contexte, au mode constructif marocain. On crée une économie, on crée de la valeur ajoutée financière, pas uniquement de monde, simplement. Ah, ça a été coupé. Ça a été coupé. Moi, je dirais, je vais joindre ce que tu as dit. D'ailleurs, avec la crise sanitaire, la Covid, et les importations qui ont été stoppées, on a vu que quand même le Maroc, il avait beaucoup à gagner en aidant la productivité nationale. Donc, Monsieur le ministre Moulay Fadel Alami, il a bien parlé de ça. Il a même encouragé beaucoup d'entreprises PME dans ce sens. Et voilà. Donc, j'espère que ça va être réglementé le plus tôt possible. Les aides vont peut-être voir le jour avec le ministère. Pour encourager et le particulier et les organismes, enfin les maîtres d'ouvrage, etc. à aller vers ce sens de la productivité nationale en éco, on va dire. En système Tatoué, ce qui a été lancé il y a quelques semaines, Tatoué pour accompagner les industriels, dont les TPME, industriels à développer des produits à décarboner ou à faible impact carbone avec l'éco-conception, est une stratégie très louable et on peut la souligner fortement parce que, mais on espère que le résultat soit là, pour innover, accompagner l'innovation verte dans tous les secteurs d'activité qu'on a au Maroc. Aujourd'hui, en tant que Marocains, nous devons travailler ensemble entre industriels marocains, consultants marocains, fournisseurs marocains, promoteurs marocains et l'État, bien sûr, en premier lieu, pour compléter nos besoins. Chacun a besoin de l'autre pour arriver à cet objectif commun de réduire les impacts environnementaux de notre pays. Et on est exemplaire, et à travers notre synergie, comme ça a été dit ce matin par le ministre de l'Énergie, c'est qu'on peut accompagner d'autres pays, pas uniquement les pays africains, mais d'autres pays ailleurs. Aujourd'hui, il y a quelques années, je travaillais sur le carbone en France et on essayait d'acheter des taxes carbone en 2008 pour des entreprises françaises. Quand je cherchais sur Internet où acheter les taxes, les certificats carbone, qui étaient à 15 € la tonne à cette époque, je trouvais des ONG en Pérou et en Amérique latine qui avaient développé une économie qui s'appelait vendre de l'oxygène au monde. L'idéologie, c'était fabriquer de l'oxygène. On sait très bien comment l'oxygène fonctionne, mais si je ne trouvais pas de projet de NDP, mécanisme de développement propre, marocain, en tout cas il n'y en avait pas assez, auquel je pourrais orienter aussi des industriels français qui cherchaient à réduire leurs à travers les politiques nationales, à travers le financement vert. Aujourd'hui, l'Afrique, de manière générale, souffre des effets des changements climatiques à travers le déplacement des populations, à travers la sécheresse. Et encore, ça va venir. Voilà, les migrants qui se noient dans la mer. Il y a plein de problèmes que dont elle souffre l'Afrique, qu'on peut essayer de résoudre à travers l'engagement dans le changement climatique. On souffre de 95% peut-être des problèmes de réchauffement climatique. On en profite uniquement de 5% des financements de lutte contre le changement climatique dans le monde. Et ça, c'est par le manque de transfert de technologie. On est lié aux pays du Nord sur l'innovation et les technologies. Et le Maroc, en tant que défendeur des intérêts africains, et il l'a dit clairement en 2016, lors de la COP22, c'est qu'on alhamdoulilah, on développe des technologies locales. Ça a été démontré pendant la période de la pandémie.
Et on peut Ouais. transférer nos compétences à travers des partenaires du Nord, des partenaires européens, vers l'Afrique. On n'est pas un pays, la stratégie marocaine vers l'Afrique, c'est une stratégie de partenariat. Il y a des usines marocaines qui se construisent en Afrique. On n'exporte pas uniquement, on construit localement pour faire travailler localement. Et si on travaille dans cette idée de Sa Majesté a annoncé de partenariat d'union Sud-Sud, je pense que le monde sera meilleur. Et on l'espère tous. Et on a tout à gagner en tant que Marocains. Maintenant, je pense que on travaille très bien avec les étrangers. Ça, c'est mon avis personnel, je l'assume. On travaille beaucoup, très bien avec les étrangers. On a peut-être des fois du mal à travailler entre nous. Merci beaucoup pour ces réponses et clarifications. Alors, je prie notre chère audience de poser d'autres questions. Sinon, je remercie Madame Wahiba Fatihi et Monsieur Zakaria Sader pour la qualité de leurs interventions et excusez-moi, j'ai une autre question. Alors, j'ai une question posée par Madame Hajar. Quelle documentation dans ce sujet? Je pense qu'il y a plusieurs études qui ont été rappelées lors des conférences de cet après-midi, avec des interventions de plusieurs experts. De là, on a plusieurs. Voilà. Il y a le 4C africain, qui a des études dans ce domaine. Vous pouvez trouver pas mal d'informations dans ces études. La GIZ aussi, à travers les partenariats qu'il fait avec plusieurs acteurs locaux, dispose de sites énergie, GIZ énergie, où il y a des stratégies pour ces démarches. Les RISEN, voilà, les RISEN aussi. Ce que je vous invite à faire aussi, c'est d'aller vraiment visiter les laboratoires. À l'université Mohamed VI Polytechnique à Benghazi dispose aussi de laboratoires de recherche qui sont assez bien outillés et avec des chercheurs de très bonne qualité. Salé, l'université Mohamed V à Rabat. Je pense que les ressources ne manquent pas. On peut aller trouver toutes les informations. Mais je crois que la question de Madame Hajar, peut-être elle voulait dire le support, parce que moi j'ai pas bien compris la question. Documentation dans ce sujet par rapport à quoi exactement? Parce que si Madame Hajar, elle peut préciser un peu la question. Dans l'efficacité énergétique. Voilà. Ok. Donc c'est comme. Alors l'efficacité énergétique, c'est pas uniquement de la lecture, il faut pratiquer. Pratiquer. Et du bâtiment. Oui. Du bâtiment. Pratiquer le bâtiment, comprendre le comportement dynamique du bâtiment. Ne pas travailler uniquement en statique. De prendre le bâtiment, prendre les facteurs qui influencent le bâtiment, qui sont le climat extérieur, l'occupation, le type des murs, l'inertie, le facteur solaire, la transmission lumineuse, le UG, le UW, il y a plein de facteurs physiques qui sont… La sélectivité. Il y a plein de facteurs physiques qui sont les mêmes partout dans le monde. C'est de la science, c'est la même science partout. Il faut juste le rapporter au contexte local. Il faut arrêter de dire RT 2012 au Maroc, parce que ça ne marche pas. Oui. Il faut adapter au contexte local et éviter évitons de copier des solutions de d'autres climats qui ne fonctionnent pas chez nous, qui créent plus de problèmes qu'on résout. Bravo voilà. Pour ça. J'ai oublié de le souligner, mais j'allais le souligner dans le séminaire, dans la conférence du vendredi. C'est arrêtons de copier les CPS, s'il vous plaît, européens sur le climat marocain. Ça, c'est quelque chose on ne duplique pas un pays sur un autre. Donc, je crois que Madame Hajar peut nous joindre sur la conférence du vendredi, où il y aura beaucoup d'explications détaillées sur le choix du vitrage pour le bâtiment.
et avec une documentation qui sera à disposition de tous les intervenants, enfin à tout le monde, voilà. Ils peuvent même les enregistrer, voilà. Tu peux toi aussi mettre tes slides, enfin des trucs qui sont très importants, les mettre à la disposition du public, Zakaria. Voilà. Merci beaucoup pour vos interventions et toutes ces clarifications riches en contenu. Donc, si on n'a pas d'autres questions, donc je vous prie de dire un mot de clôture pour clôturer cette session. Madame Vaillant. Alors, je tiens à remercier, comme j'ai dit tout à l'heure, toute l'équipe de AS, aussi professionnelle que passionnée. Je remercie mon binôme Zakaria, qui m'a rejoint sur cette thématique. Et on se retrouve vendredi à 15h pour une très belle présentation, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci Wahiba de m'avoir convié à cette présentation. J'espère que ce qu'on a partagé a pu apporter une valeur ajoutée à l'ensemble de l'audience présente. Personnellement, je suis disponible si vous avez des questions. Vous trouvez nos coordonnées sur Internet, aussi simple que ça. N'hésitez pas à nous contacter, on peut partager avec vous des expériences, des études de cas. Vous pouvez nous poser des questions. On est dans le partage et dans l'amélioration continue. Donc voilà, merci et à bientôt. Et désolé s'il y avait beaucoup de bruit autour de moi. Voilà. Maintenant, vous connaissez toute la famille. Profite. Voilà. Merci beaucoup, Sana. Merci à toute l'équipe. Avec grand plaisir. Merci à tout le monde. Bye bye. Ciao. Au revoir. Au revoir.